Philippe Soreille, merci d'avoir accepté notre invitation. On se connaît depuis très longtemps, donc on va se tutoyer. Oui, ok. Je suis vraiment très honoré de t'interviewer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec nos relations habituelles, puisque tu as écrit un roman, ton premier roman. Alors j'avais un jour entendu un écrivain confirmé qui disait que écrire un roman après l'âge de 50 ans, c'était rarissime. Ça demande une telle force physique, une telle énergie, que c'est presque impossible de commencer à écrire après un certain âge. Et c'était quelqu'un qui avait déjà beaucoup écrit. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai déjà beaucoup écrit, hein. Oui, mais un roman. Mais un roman, non, c'est le premier. Avant, c'était plutôt des bouquins sur les animaux, sur les voyages, etc. J'ai écrit une petite dizaine de bouquins, voilà, au total. Eh bien, j'avais ça en tête comme une espèce de défi personnel que j'avais envie de tester, de voir dans quelle mesure j'étais capable d'inventer. Parce que les bouquins que j'avais fait avant, ils avaient un substrat, avaient un support qui était une réalité, donc j'étais plutôt reporter. Voilà. Ici, il y a un substrat, bien sûr, il y a toujours une base de vérité, mais il y a surtout beaucoup d'invention. Et ça, je ne me savais pas capable de le faire. Alors, quand tu dis difficile, oui, parce que ce bouquin a fait partie d'un cheminement en plusieurs étapes. Donc, on a d'abord travaillé avec Philippe Krivine et un psychiatre sur toute une théorie qui est distillée dans le livre. Et puis après, on a essayé de remettre tout ça en forme pour en faire une histoire qui tienne. Et je ne te cache pas que le roman, dans sa totalité, a demandé, entre le moment où on a commencé à avoir l'idée et le moment où j'estimais qu'il pouvait être présenté à des éditeurs, ça a mis 5 ans. Voilà. Alors, le livre, le voilà, donc écrit avec Philippe Krivine, Philippe Soreille, L'aîné et la montre en or. Un roman qui est en effet, est-ce qu'on peut dire que c'est un thriller aussi? Parce que ça commence en effet comme une histoire extrêmement humaine, très simple d'ailleurs, hein. C'est l'histoire de Franco, immigré italien qui a du charme, du charisme énormément, qui chante, qui plaît, qui monte très haut, très vite, qui se détruit, qui se désagrège, qui se reconstruit tout doucement, péniblement, d'une façon vraiment très douloureuse, qui explique à son psychiatre, qui est devenu son ami, une théorie que tu vas nous expliquer un petit peu, parce qu'elle est simple et compliquée à la fois. Elle part du principe que on a tous un côté gauche, un côté droit, et que nous sommes tous quelque part interdépendants d'une gravité émotionnelle qui nous relie et aux gens et à l'univers, d'une façon non pas fortuite ni due au hasard, mais d'une façon très précise qui ferait quelque part qu'on a une place dans ce monde, et que cette place, c'est pas toujours celle qu'on a, et que justement attraper cette place, avoir cette place, c'est la montre en or. Alors comme ça, dit très rapidement, c'est peut-être un peu nébuleux, mais est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Tu as extrêmement bien résumé ce livre, et peut-être mieux que je ne le ferai moi. Pourquoi? Parce que tu es un lecteur, que tu as évidemment regardé et lu le livre en finale, et que moi, j'ai participé à toute son élaboration. Donc parfois, j'ai moi-même un peu de difficulté à résumer de manière aussi claire que tu viens de le faire ce roman. En fait, ce roman est en 3 temps. Il y a tout d'abord la présentation des personnages, l'histoire de ces émigrés siciliens, d'où ils viennent la famille, aussi. D'où ils viennent. Parce que Franck, il a une famille qui est très particulière aussi, et des femmes très puissantes, très manipulatrices, extrêmement présentes, et des hommes un petit peu absents. Oui, exactement. Voilà. Et lui est terriblement présent. Lui est très, je dirais pas macho, mais enfin, lui est très, très masculin au milieu de toutes ces femmes. Il a 3 sœurs, il a, un frère aussi, mais je veux dire, pas très important. Il a un papa, mais un papa qui est aussi un peu la victime de l'autorité de sa femme et de la maman de Franck. Et donc, effectivement, il y a un attachement particulier entre Franck et sa maman, qui est de l'amour-haine, en fait. Sa maman est très possessive, et lui veut s'en détacher, évidemment, comme tout adolescent, à un moment donné, qui veut... Mais il n'y arrive pas tout à fait. Et donc, alors, la théorie qui a été développée
par mon ami Philippe Krivine. Et c'est très important parce que cette théorie, c'est vraiment le fil rouge de tout le livre. Exactement. Donc, et cette théorie, c'est ce côté gauche qui donnerait en effet à chaque personne qui le possède une fluidité de mouvement, une possession de la parole, en fait un charme indéfinissable mais certain qui agit sur les gens, mais qui détruit la personne qui le possède parce que ce côté gauche est en conflit manifestement avec la force de la mer qui accapare encore la vie de Franck et de tous ceux qui ont ce côté gauche. C'est ça. Alors, mais c'est compliqué quelque part. Vu comme ça, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est le détachement de l'aîné, du fils aîné, qui a ce côté gauche. Attention, parlons du vrai aîné. C'est-à-dire dont la mère n'aurait pas subi ni un avortement, ni une fausse couche, donc c'est vraiment le moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde. Oui. C'est la première fois que ça arrive. Oui, alors là, il y a une extrapolation de Franck qui raconte à son psychiatre qu'il compare ça un peu au Big Bang, que chaque femme ressent, parce qu'il y a évidemment une modification importante, une révolution hormonale en chaque femme avec la maternité. La femme, elle, attrape ce qu'on appelle le côté droit, donc une sorte d'autre forme de fluidité, et très peu d'êtres au monde ont le côté gauche et le côté droit. Et dans le roman, pour avoir cet équilibre entre le côté gauche et le côté droit, il faut avoir connu une décompensation totale. Quand on dit une décompensation totale, c'est pratiquement se retrouver à l'état zéro et devoir se reconstruire. Les gestes, la parole. Donc une implosion avant de réexploser vers qui nous sommes vraiment. Voilà, alors dans le roman, Franck, après s'être détruit, se reconstruit. Oui. Il a été victime aussi d'une femme très manipulatrice qui s'appelle Pénélope. Pénélope qui est repérée par un des présidents du Google chinois, la société Baidu, qui existe vraiment. Oui. Et cette société est très intéressée par cette théorie que Franck a développé naturellement, puisque c'est sa vie, qu'il a expliqué à Boris, son psychiatre, et à Pénélope, sa maîtresse. Et de cette théorie, le président de cette société a presque envie d'en faire un algorithme qui pourrait permettre à l'humanité de justement placer les bonnes personnes aux bonnes places en posant les bonnes questions. Alors tout le roman, la deuxième partie en tout cas, c'est la discussion entre ces trois personnages qui se font des coups bas pour essayer de se placer sous le regard bienveillant du président de la société Baidu, pour arriver à développer cet algorithme, évidemment encaisser des dizaines de millions d'euros et révolutionner l'humanité tout entière. Voilà. Donc la souffrance de Franck servirait quelque part à sauver le monde. Voilà, en tout cas à sauver l'être humain. Oui, mais on est dans le roman, d'accord. Et là, le roman part vraiment dans quelque chose de presque... c'est presque de la science-fiction. C'est de la science-fiction, c'est un peu du thriller. C'est le troisième chapitre qu'on appelle La Convoitise, que j'ai appelé La Convoitise, et où Franck est un peu au milieu de toute une série d'intrigues qu'il dépasse complètement, et dans lesquelles il se retrouve un peu malgré lui, mais malgré tout, il a envie d'essayer de faire en sorte que son invention, sa théorie, puisse rendre service à l'humanité. Oui, parce qu'il faudrait alors évidemment engager des milliers de volontaires à qui on poserait des questions pour corroborer cette intuition de Franck, cette intuition du Big Bang, de la gravité émotionnelle, du côté gauche, du côté droit, et voir si tout ce qu'il a vécu sur sa personne existe vraiment. Et est-ce qu'on pourrait en créer un algorithme qui pourrait exactement sauver l'humanité et apporter du bonheur? Puisque fondamentalement, si Franck chantait et voulait apporter du bonheur, il veut apporter du bonheur aussi maintenant, mais dans un tout autre domaine, aidé par son psychiatre, Boris, et aidé, si on veut, par son ex-maîtresse, Pénélope, qui, elle, a d'autres ambitions dont on ne connaît pas toujours, évidemment, la finalité. Après, la troisième partie, où ça s'emballe complètement. Là, on rentre vraiment, je dirais, dans un thriller psycho-chaotique, où tout explose. Et entre la première, la deuxième et la troisième partie, on est dans presque trois univers complètement différents. En fait, est-ce que ça n'a pas été compliqué, à un moment donné, de dire, est-ce que je déraille pas? Est-ce que je suis pas en train de dérailler? Si, ça a été très compliqué, effectivement, de maintenir une unité. Alors, je ne te cache pas que, au moment où j'écrivais, je conserve quand même malgré tout toujours un peu ce fantasme de l'écriture cinématographique, de l'écriture télévisuelle.
je me suis dit, tiens, ça pourrait éventuellement donner lieu à une mini-série en 3 épisodes. Ah oui. Tu vois ? Et donc, le 3e épisode, au lieu de se fatiguer, parce que moi, il n'y a rien de pire que quand j'arrive à la lecture d'un livre, quand j'arrive aux 3/4, j'ai l'impression que l'auteur se fatigue un peu pour arriver à avoir un certain nombre de pages. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je suis parti doucement. La première partie est assez douce. La deuxième partie est un peu compliquée, presque mise en équation par un physicien mathématicien. On a d'ailleurs travaillé avec un physicien mathématicien pour la mettre en équation, cette théorie. Et ensuite, alors après, je me suis personnellement emballé à me prendre pour un écrivain de thriller. Oui, de thriller et d'anticipation. Et là, on rentre vraiment dans un monde où si tu voulais en faire un film, il faut de solides effets spéciaux déjà. Là, je veux dire, si la première partie va pas te coûter très cher, la deuxième, ça va être plus ou moins abordable. La troisième partie, c'est Hollywood. Là, il va falloir vraiment investir beaucoup d'argent. Mais elle est absolument fascinante, cette troisième partie, parce qu'elle explose réellement dans des mondes et dans des domaines qui, même s'ils n'ont pas peut-être... on pourrait imaginer qu'on est vraiment dans de la science-fiction, mais malgré tout, c'est logique par rapport à l'histoire de Frank, qui dès le départ soutient une théorie qui est extraordinaire. Et donc cette théorie extraordinaire, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, on est obligé de passer par cette histoire-là. Voilà. Est-ce que ça t'a donné du plaisir, comme ça, d'ouvrir toutes les vannes de l'imaginaire et de dire, en fait, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, j'y vais à fond. Voilà, exactement. Parce que je suis resté en panne d'écriture pendant presque 1 an. Et quand j'ai trouvé, avec l'aide du physicien et le mathématicien que nous avons consulté pour essayer de mettre en équation la théorie de Frank, lorsque c'est arrivé, là, tout à coup, chez moi, toutes les portes se sont ouvertes, toutes les portes de l'imaginaire. Et là, je me suis amusé comme un enfant. Voilà. Je me suis retrouvé comme un enfant qui imagine une histoire. Alors là, c'est la partie qui a été la plus rapide à écrire. Et en plus, on voit ton esprit positif et optimiste, parce que fondamentalement, tu as aussi envie qu'il y ait aussi du bonheur dans l'histoire. Oui, évidemment. Tu as ouvert toutes les portes de l'imaginaire, mais tu ne t'es pas empêché non plus de te faire plaisir. Voilà, exactement, et d'essayer de faire plaisir au lecteur, qui aussi a besoin d'avoir des histoires qui se terminent plutôt avec le sourire, sans trop détailler, sans trop donner la fin, mais malgré tout, on ressort de là en se disant... Maintenant, Frank, Boris, Pénélope, Monsieur Wang, le patron de la société, ont quand même, ont quand même une vision très noire du monde dans lequel on vit. Il y a quand même des passages où le futur n'est pas du tout optimiste. Et fondamentalement, il y a en effet cette description du monde dans lequel on vit et vers lequel on va, et puis cette espèce d'espoir extraordinaire qui donnerait du bonheur. Et alors, ce qui est amusant, c'est aussi que tu prends la Chine comme un pays ami, alors qu'on en fait quelque part le grand méchant loup. Exactement. C'est voulu, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès parce que je trouve qu'il ne faut pas forcément voir dans la géopolitique uniquement des relations politiques conflictuelles, mais que le monde peut, à un moment donné, peut-être s'harmoniser plutôt que de se déchirer. Et donc... Et tu vois la Chine comme un pays qui pourrait plus nous aider que nous desservir, même dans le fait de vouloir organiser le bonheur des gens malgré eux? C'est difficile de répondre à cette question parce que, oui, moi je vois en tout cas la Chine comme étant un pays émergent et déjà émergé, qui peut à un moment donné prendre le relais de l'intérêt que la vieille Europe n'a plus d'une manière générale dans le monde international, et en particulier devant les États-Unis, qui nous piquent toutes nos intelligences pour les transformer en faiseurs d'intelligence artificielle. Artificielle, exactement. Voilà. Alors que les Chinois ont peut-être encore des choses à nous apporter et à nous donner. De par leur passé, et de par leurs valeurs. Voilà, ils ont des valeurs qui sont ancestrales, à la limite presque plus ancestrales que la vieille Europe. Et donc, peut-être que ces éléments-là ressurgissent à travers la fin de cette partie thriller du livre. L'aîné et la montre en or, Philippe Soreille, Philippe Krivine, aux éditions Chronica. Un roman, comme tu l'as dit,
qui aborde plusieurs mondes, des plus humains, des plus anciens, où il n'y a rien d'artificiel, jusqu'au monde le plus fou, c'est-à-dire celui de l'intelligence artificielle, où le monde serait basé sur un algorithme, créé non pas pour nous détruire, mais pour faire peut-être notre bonheur, malgré nous qui sommes très ignorants, très vaniteux, très orgueilleux et très bêtes parfois. En tout cas, un roman très humain, Philippe, et j'espère qu'il te reste encore de l'énergie. On demande toujours, après, est-ce qu'il y a un deuxième qui est prêt? Alors, d'abord, est-ce que s'il y a un deuxième, tu seras tout seul à l'écrire, ou est-ce que le duo est installé? S'il y a un deuxième qui suit celui-là, je ne serai pas le seul à l'écrire. Je continuerai à m'inspirer des idées de Philippe, qui a encore d'autres idées, Philippe Krivine. Mais je l'écrirai plus de mon côté, en m'inspirant des idées, plutôt que d'avoir travaillé un peu dans, je dirais pas tous les sens, comme je l'ai fait pour le premier. Ça prendra alors 2 ans et demi au lieu de 5 ans? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je voudrais d'abord que ce livre rencontre son public avant de me dire que j'ai peut-être un avenir et une suite à donner à ce roman-là. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En tout cas, il m'a rencontré et il m'a bien plu, Philippe. Merci beaucoup. Et à très vite. À très vite. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.